Alors, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Drummond pour sa première intervention. Merci, Madame la Présidente. Tôt ou tard, ça devait arriver. Tôt ou tard, après 8 années d'indifférence, 8 années de faux fuyants, 8 années à ne pas agir, à faire de la langue une vaste opération de relations publiques, 8 années de recul qui finalement aura été de plus en plus accéléré. Tôt ou tard, ça devait arriver. Tôt ou tard, le proverbial pendule devait revenir, et je crois qu'il est en train de revenir, et que la population du Québec, qui depuis 1977 n'a jamais vu à ce point-là son gouvernement national, dont une des raisons d'être les plus fondamentales est de préserver, de promouvoir, de consolider, d'assurer la pérennité de sa culture, de son identité et fondamentalement de sa langue. Après l'avoir négligé si longtemps, donc, les gens commencent à exprimer une légitime colère. Le gouvernement aura réussi ça, et il aura réussi à renvoyer, tranquillement, pas vite, mais de plus en plus, les citoyens dans la rue, pour différentes raisons, mais celle-ci, entre autres. Je me permettrai, parce qu'on ne réussira pas, et ce ne serait pas pertinent de le faire, à isoler complètement la question de l'affichage. On va la mettre un peu dans son contexte. En 1977, de 34 ans, le gouvernement du Québec, le gouvernement de René Lévesque, dont tout le monde aujourd'hui, incluant et souvent davantage de l'autre côté de la Chambre, dont tout le monde se revendique maintenant, ce gouvernement-là adoptait la loi 101, la Charte de la langue française. Cet événement, ce texte fondateur, parmi les grands textes fondateurs de la nation québécoise, allait être un jalon historique dont personne ne conteste aujourd'hui l'importance, la pertinence, le rayonnement, jusqu'à quel point il aura pénétré dans notre identité, jusqu'à quel point il aura été une affirmation fondamentale d'une volonté de la nation québécoise de dire « nous sommes là, nous y sommes pour rester, nous y sommes pour durer, nous y sommes pour grandir et évoluer ». Ça s'inscrivait dans un processus baptisé en Ontario « Révolution tranquille », expression que nous avons reprise au Québec. Ça s'inscrivait dans la démarche d'émancipation d'une nation qui avait été assujettie, tout en survivant à travers un paquet de péripéties historiques souvent étonnantes, une nation française qui avait survécu en Amérique, mais en étant assujettie à l'autorité d'une autre nation, anglaise celle-ci. Pour l'essentiel de notre histoire, nous avons vécu cette coexistence de façon pacifique et éventuellement, c'est de façon démocratique que nous avons repris le contrôle de ce que nous sommes et de notre destinée. L'élection du gouvernement du Parti québécois de René Lévesque en 1976 était un jalon, une espèce de continuité de la Révolution tranquille. La loi 101 en était une autre, et il restera encore un grand vote à faire pour que ce qui aura été initié au début des années 60 aboutisse par la somme toute très normale souveraineté. Tout le monde, comme je le disais, se revendique de l'héritage de René Lévesque. Tout le monde se revendique de l'héritage de Camille Lorrain. Et il faut y voir du bon, il faut y voir du positif, parce qu'on ne peut pas se revendiquer de ce qu'ont laissé d'aussi grands personnages dans notre histoire sans en retenir un petit morceau, sans en être influencé. Alors, c'est sûrement une bonne chose. Mais la partie de cet exercice qui est de la pure récupération est souvent moins chic. D'autant moins chic que toute une génération de jeunes Québécois sont nés après le décès de René Lévesque. Pour ces jeunes-là, René Lévesque est un héros national, est un personnage magnifié par l'histoire, est à sa façon et avec tout ce que le personnage avait de coloré, d'unique, de différent, d'anti-héros,
Il est un héros national pour une génération qui a gardé en héritage des valeurs démocratiques, des valeurs de réflexion, des valeurs de contestation, des valeurs le désir de cheminer et d'avancer. Il serait dommage qu'on donne à l'héritage de messieurs Lorrain et Lévesque un sens autre que celui qu'il devrait vraiment avoir. Or, depuis 1977, c'est maintenant bien connu, validé et avéré partout, la Charte de la langue française a été battue en brèche, a été assujettie à l'autorité de la Cour suprême d'une autre nation, qui a percé des trous tous plus douloureux les uns que les autres dans ce qui est quand même un texte fondateur de la nation québécoise. Dans le quotidien, ces agressions finissent par se sentir. Dans le quotidien, un recul, une indifférence, parfois une ignorance souvent, font en sorte qu'insidieusement, le Québec s'anglicise. Ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses qu'en 1977, en quelques mois à peine, le visage de Montréal s'était transformé, s'était métamorphosé. Montréal était devenue, pour de vrai, la deuxième ville française au monde. Ce n'est plus vrai. Et il est grandement temps que par tous les moyens à notre disposition, nous nous assurions de revendiquer que notre métropole soit la métropole d'un État et d'une nation français. Traduit dans l'actualité de façon plus immédiate, on peut regarder toutes les formes que prend le recul de la langue française. Plusieurs de ces formes sont relatives à la langue de travail. La langue de travail dont on a un exemple spectaculaire dans l'actualité immédiate, où on nous fait vivre un recul de plusieurs décennies. Un patron anglais à qui on associe un subalterne, et c'est là le mot du porte-parole de la Caisse de dépôt, un subalterne français ou préférablement bilingue, qui sera l'intermédiaire entre the English boss et la plèbe, le travailleur, qui lui parle français, et que son patron n'aura pas la décence, dont le patron n'aura pas la décence d'apprendre la langue. Cet événement-là, c'est un parmi des dizaines de cas, mais il est plus spectaculaire parce qu'il se produit dans un fleuron créé par notre État pour soutenir notre économie, pour participer à notre émancipation économique lors, justement, de la Révolution tranquille. La Caisse de dépôt et de placement n'est pas qu'une institution financière. Elle a été le bras économique d'une nation qui s'est dressée. Il est normal que chacun trouve au bas mot choquant que dans la foulée d'une décision d'emblée controversée du premier ministre, un processus même pas subtil d'anglicisation prenne place au sein de la Caisse de dépôt et de placement. Nous y reviendrons, mais il y a là un cas évident. À défaut de tous les autres que nous connaissons, il y a là un cas évident où il faudra non pas dire « on leur a tapé sur les doigts », ils vont faire des cours intensifs de langue française, eux qui sont au Québec depuis des années et qui n'ont pas fait l'effort, et on va vous demander d'oublier le cas. Nous n'oublierons pas le cas. Il est essentiel que la loi 101 soit modifiée pour couvrir pareille injure. On n'insulte pas impunément 7 millions de personnes qui, elles, considèrent qu'elles sont 8 millions parce que leur vision de leur État et de leur nation est inclusive. Il y a des cas dont on a parlé, sur lesquels on reviendra en matière d'immigration, où, quelles que soient les représentations qu'on aura faites à l'échelle internationale, les immigrants qui arrivent à Montréal se font bien rapidement dire que s'ils ont cru qu'ils y travailleraient en français, ils étaient bien naïfs.
nous ne respectons pas notre part du marché envers quelqu'un qui quitte son pays, sa famille et sa vie pour venir vivre au Québec, si nous ne lui donnons pas, d'une part, bien sûr, la vérité, mais si nous ne lui donnons pas l'outil fondamental de son intégration à sa société d'accueil, et ça s'appelle évidemment une langue commune, et il n'y aura pas de débat au Québec, la langue commune, la seule langue officielle, c'est la langue française. Or, lorsque cet immigrant arrive au Québec et réalise bien rapidement que sans l'anglais, le marché du travail ne lui est pas ouvert, il déchante. Il se dit qu'il s'est fait flouer. Il y a évidemment aussi des cas en éducation. Il y a des cas relatifs à tous les grands volets de la loi 101, où nous vivons des reculs dont la vitesse s'accélère à grands coups d'opérations de relations publiques qui font une surface qui cache qu'au fond, on est de moins en moins là chez nous. On est en train de laisser se détériorer des gains énormes de la loi 101, telle que promulguée en 1977 par le gouvernement de René Lévesque, dont on se revendique pourtant. Spécifiquement sur l'affichage, évidemment, après la nonchalance sera venue la maladresse. Et pas qu'une petite maladresse. Encore une fois, parce que c'est tout ce que ce gouvernement fait en matière de langue, on va faire une campagne. Écoutez, on a une petite campagne, on a une micro-campagne maintenant à l'intérieur de la Caisse de dépôt et de placement pour dire au monde, je ne sais pas en quelle langue, peut-être qu'il devrait en écrire un bout en anglais, pour dire au monde qu'il faudra travailler en français à la Caisse de dépôt et de placement. Alors là, on a une micro-campagne. Bien sûr, ça n'a pas suffi. Alors, il a fallu demander aux gens concernés d'apprendre le français. Et on a une plus vaste campagne relative à l'affichage. Elle est extraordinaire, cette campagne. Elle montre jusqu'à quel point, pas jusqu'à quel point nous sommes devenus bonasses comme nation, mais jusqu'à quel point on a voulu croire que nous l'étions. Le résultat de la campagne a quelque chose de caricatural. La publicité dont l'essentiel se passe à relater des exemples de respect pour aboutir à la façade d'un commerce où figurent d'immenses lettres rouges du générique d'une raison sociale en anglais. Évidemment, mentionne-t-on, c'est illégal. Ce n'est pas respectueux. Et voilà qu'apparaît en haut du grand lettrage rouge le petit mot « ameublement ». Et soudainement, la paix est faite. La grâce retombe sur le commerçant parce que sous deux immenses mots anglais, on a remis un petit ameublement, tout mignon. Bien sûr, c'est devenu légal. Mais est-ce que la barre du Québec français va se situer si bas? Est-ce qu'on ne mérite pas de se donner à nous-mêmes mieux? Manifestement pas, parce qu'on est passé à une autre étape. On dit à des gens, à propos d'une loi qui date quand même de 34 ans, lorsqu'on me sort l'argument, oui, mais difficulté économique, il faudrait peut-être aider les gens qui vont vouloir respecter la loi. La loi existe depuis 34 ans. On n'a pas été dans la misère économique pendant 34 ans. On lui dit, voici la loi, vous devez la respecter, mais rassurez-vous, surtout, nous ne vous imposerons aucune sanction. Et si, de surcroît, vous envisagez de respecter la loi, bien, on va vous payer. C'est quand même gentil. Plutôt que de remettre une contravention, comme la loi le permet et il leur revient de le savoir, il me semble que l'ignorance de la loi n'est pas une défense, on leur fait un chèque. Je roule à 140 sur l'autoroute, la police me colle et me dit « Monsieur Blanchet, non seulement je ne vous donne pas de contravention, mais si vous vous engagez à rouler à 120, je vous fais un chèque. » À Revenu Québec, on dit à un citoyen qui n'a pas payé ses impôts, « Non seulement je ne vous réclame pas les impôts, mais je vais vous réduire ceux de l'année prochaine. »
Ça, c'est le principe de l'application de la loi en matière linguistique telle qu'on le vit aujourd'hui au Québec. Est-ce qu'on ne mérite pas mieux? Bien sûr, tout est fonction de l'intention qu'on a. Et là, je ne parle pas de l'intention du gouvernement, je parle de l'intention du citoyen. Parce qu'après tout, un citoyen québécois pourrait dire « Moi, je n'ai pas de problème à m'angliciser. » Écoutez, il y en a beaucoup. Il y a même un deuxième groupe d'opposition qui n'a pas l'idée dans certaines de ses positions. Moi, ça ne me dérange pas qu'on soit bilingue, et éventuellement même de reconnaître, comme on nous le suggère un peu partout, que la vraie affaire, c'est l'anglais, que le français, c'est plutôt sympathique. C'est une position légitime. Quelqu'un a le droit d'avoir cette position-là. Quelqu'un peut aussi croire que ça ne va pas si mal. Il n'a qu'à écouter ce que le gouvernement du Québec lui dit et il va penser que ça ne va pas si mal pour le français au Québec et que ceux qui revendiquent une protection plus énergique sont essentiellement des chialeux. À ces gens-là, je dis, vous avez évidemment le droit à ces opinions. Je vous invite à vous informer davantage, je vous invite à vous informer mieux, je vous invite à ne pas acheter un peu bêtement l'argument de la diversité qu'on nous sort, parce que la diversité ne peut s'exprimer que par le biais d'une langue commune. Une personne unilingue turcophone qui veut s'exprimer, qui veut partager avec une personne unilingue italophone aura besoin d'une langue commune. La diversité ne peut s'échanger, ne peut se communiquer que par l'existence de références culturelles minimales communes. Au Québec, il me semble que le message devrait être clair, c'est le français. Malheureusement, il n'est pas clair dans les cours d'école de la région de Montréal. Malheureusement, il n'est pas clair dans des quartiers presque complets où l'affichage unilingue anglais, a assez librement cours. Et il n'est évidemment pas clair dans l'affichage commercial de grandes chaînes. Il m'est arrivé de parler à quelques reprises de l'ignorance de la loi. Je ne dis pas ignorance de la loi dans le sens « je m'en fous ». Je veux dire ignorance de la loi dans le sens « je ne la connais pas ». Je suppose que les patrons de certaines grandes entreprises ont un peu entendu dire qu'au Québec, il y a une sensibilité linguistique, mais ils ont probablement aussi entendu dire que s'ils ne respectent pas cette loi un peu obscure dont ils ne connaissent que bien peu de choses, ça ne changera rien. Et donc, cette espèce de complaisance qui fait que j'en ai pas contre le commerce, si on ne lui a pas dit clairement ce à quoi il était tenu. J'en ai pas contre les Future Shop de ce monde, les Best Buy de ce monde, les American Eagle Outfitter de ce monde, les Second Cup de ce monde, et la liste pourrait être longue. Il y a deux types de cas clairs. Il y a le petit commerce de quartier qui a l'impression qu'il vit dans un quartier anglophone et qui n'affichera qu'en anglais. Souvent, son enseigne a un carton dans la vitrine du commerce avec des indications, tout en anglais. Et il y a aussi, évidemment, à l'autre extrême, l'anglicisation n'est plus réservée qu'à Montréal. La majorité, et je dis bien la majorité de l'affichage commercial dans tous les centres d'achat de grande surface au Québec n'est pas conforme à la loi 101. À coup de chèque, si le gouvernement paye tout ce monde-là pour convertir, gros problème de finances publiques. La majorité n'est pas conforme de mille et une façons. Des raisons sociales avec un générique en anglais sans descriptif. Il y en a des masses. Des raisons sociales avec un descriptif et un générique en anglais. Il y en a beaucoup. C'est dans l'ensemble du Québec que l'anglais dans l'affichage commercial est devenu une norme équivalente au français. Tant et si bien, et j'invite les gens à le remarquer, que lorsqu'on voit la raison sociale d'un commerce en français, on le remarque. C'est quand même fascinant. Mes enfants sont plutôt jeunes. Lorsqu'ils circulent dans les centres commerciaux, ils me le disent. Ça, c'est-tu correct? Ça, c'est pas correct. Ils le remarquent. Pourquoi? Parce qu'on leur en parle. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne s'attaque pas à cet enjeu?
Je le dis comme je le pense, ça pourra choquer, ce ne sera pas la première fois. Ce gouvernement peut-il se priver de l'appui électoral de la minorité anglophone du Québec? Et elle est sensible à ces questions, de façon que je crois moi-même compréhensible. Peut-il risquer de perdre une base solide dans un contexte où l'avenir à court terme n'est pas toujours porteur des plus grandes perspectives? L'oserait-il? Manifestement non. Cela dit, même dans les périodes où l'avenir semblait beaucoup plus joyeux pour ce gouvernement, le goût du français n'en a jamais été la signature. Je veux, avant de céder la parole à des collègues, mentionner 2 dernières choses. La présidente de l'Office québécois de la langue française disait que 98 % des cas de plainte se règlent sans sanction par une simple discussion et un échange convivial. Si 98 % des cas se règlent comme ça, je dois en conclure que la quasi-totalité des cas se règlent. Eh bien, il y a un certain nombre de cas auxquels il faudrait s'attarder, parce que lorsqu'on marche dans nos rues ou nos centres commerciaux, on se rend compte qu'il en reste beaucoup. Enfin, la fameuse campagne dont il est question et qui est révélatrice de cette étrange ineptie, cette fameuse campagne, à qui s'adresse-t-elle? Moi, je vous dis que la campagne ne s'adresse pas aux commerces qui sont contrevenants à la loi 101. Je vous dis que cette campagne s'adresse aux citoyens du Québec en général, à qui on veut faire croire qu'on fait quelque chose pour la loi 101 et la langue d'affichage, alors que dans les faits, encore une fois, on a un bel exercice de relations publiques et si la campagne ne suffit pas, ne vous inquiétez pas, on vous fera des chèques. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Drummond.